Comment une émission de télévision diffusée un samedi soir, en prime time, sur la plus grande chaîne du Royaume-Uni, a pu marquer à vie une génération entière de téléspectateurs et faire évoluer à jamais la société? C'est ce qu'on va voir maintenant dans cette vidéo sur Ghostwatch, une émission devenue culte mais beaucoup trop en avance sur son temps. En 1992, le soir d'Halloween, la BBC a réuni plus de 11 millions de téléspectateurs devant un programme très spécial. Une enquête du paranormal dans la maison la plus hantée du Royaume-Uni. Et aujourd'hui, plus de 30 ans après, cette diffusion reste comme l'une des plus controversées de l'histoire de la télévision, notamment parce qu'elle est tenue responsable de très nombreux traumas causés à l'époque, sur des adultes comme sur des enfants, et que ces traumas ont donné lieu à des drames humains. Pour comprendre comment c'est possible, je vais d'abord vous raconter cette émission de façon factuelle, en la replaçant dans son contexte, et puis on verra ensuite, en détail, toutes les conséquences qu'elle a pu avoir à l'époque et les conséquences qu'elle continue d'avoir aujourd'hui, avant d'analyser les raisons qui ont mené à ces conséquences. Et juste avant de commencer, je souhaitais préciser que c'est ma toute première vidéo sur cette chaîne et c'est vous qui allez décider, à travers les retours que vous pourrez me faire, si ça vous plaît et si vous souhaitez voir d'autres vidéos dans ce style. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à poser un like si la vidéo vous plaît et à me donner votre avis en commentaire. Et sans plus attendre, on est parti pour cette vidéo. Alors on est le samedi 31 octobre 1992, c'est donc le soir d'Halloween, et la BBC propose quelque chose de jamais vu pour cette occasion. Le concept de Ghostwatch, il est très simple. Une équipe de journalistes très connue à l'époque va passer la soirée dans une maison qui est décrite comme la maison la plus hantée d'Angleterre. Elle est située au nord de Londres, elle est habitée par la famille Hurley, qui est composée de Pamela, la mère, et de ses deux filles, Suzanne et Kim. Et ces journalistes vont donc passer la soirée avec la famille dans cette maison afin d'enquêter sur des phénomènes très étranges qui semblent se produire régulièrement depuis plusieurs mois au sein de ce foyer et qui ont traumatisé cette famille. Et en duplex, il y a un plateau de télévision où Michael Parkinson, qui est un présentateur très populaire également à l'époque, va présenter leur investigation dans cette maison, accompagné d'une parapsychologue, la docteure Pascoe, qui suit déjà la famille depuis plusieurs mois, qui connaît donc très bien Pamela et ses deux filles, et qui est celle qui a proposé à la BBC de réaliser cette enquête. Et parce que l'émission est présentée en direct, les téléspectateurs sont informés qu'ils vont également pouvoir téléphoner en direct sur le plateau pour raconter leurs propres histoires paranormales qu'ils souhaiteraient partager ou pour partager d'autres éléments qui pourraient aider à faire avancer l'enquête en cours. Alors à ce stade, je vais déjà faire une première parenthèse très importante pour remettre l'émission dans son contexte. Je vous rappelle qu'on est en 1992, et donc 1992, c'est une époque très différente d'aujourd'hui. Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait absolument pas de smartphone, pas de VOD, et seules quelques chaînes étaient disponibles à la télévision. Les magazines télé étaient à l'époque la seule source d'information sur les programmes TV qui pouvaient être diffusés, et donc beaucoup de téléspectateurs ne savaient absolument pas à quoi s'attendre quand ils lançaient la télévision. Cette émission, elle est programmée le soir d'Halloween, un samedi 31 octobre, à 21h25, ça tombe le week-end, c'est un soir de grande écoute, à un horaire où les gens ne travaillent pas le lendemain, les enfants n'ont pas école le lendemain, et donc beaucoup de personnes sont devant la télévision. Une introduction rapide des présentateurs de Ghostwatch est importante également. Michael Parkinson, lui à l'époque, est très connu, c'est un présentateur télé très respecté, notamment pour un talk show qui porte son nom. Sarah Greene, elle est présentatrice très connue également, notamment pour des programmes pour les enfants, ou encore pour un programme appelé Going Live. Mike Smith, c'est le mari de Sarah Greene, il est présentateur télé et radio, il avait notamment présenté des émissions matinales, ainsi que Top of the Pops, qui est une émission musicale très populaire. Et puis Craig Charles, lui, il est comédien, il travaille également à la télévision ainsi qu'à la radio. Une autre parenthèse, je vous ai dit qu'il y avait une parapsychologue, la docteure Pascoe. Alors, juste pour information, la parapsychologie, c'est l'étude de phénomènes paranormaux qui mettraient en jeu le psychisme et son interaction avec l'environnement. En gros, c'est une profession qui n'est absolument pas reconnue en France et qu'on ne connaît donc pas. Mais c'est une profession qui existe à l'étranger et notamment au Royaume-Uni. Alors à ce stade, je vais vous raconter cette enquête telle qu'elle a été diffusée à l'époque et sans beaucoup plus d'explications, comme ça vous allez la découvrir finalement un peu dans les mêmes conditions que les téléspectateurs à l'époque devant leur télévision. La diffusion va débuter comme prévu à 21h25. L'émission commence avec Michael Parkinson qui va indiquer que ce qu'on s'apprête à voir est une enquête en direct du surnaturel qui pourrait peut-être heurter la sensibilité de certains. Et il va expliquer que dans cette maison, qui semble paisible, des phénomènes inquiétants se sont produits. Et on va voir un enregistrement de phénomènes qui ont eu lieu dans la chambre à coucher des deux petites filles par le passé et qui les ont terrorisées. Voici un extrait de cet enregistrement.
On revient ensuite sur le plateau télé et Parkinson va indiquer que la télévision part à la chasse aux fantômes pour essayer d'apporter les preuves irréfutables que les fantômes existent. Il va ensuite présenter Lynn Pascoe, experte du paranormal, qui est la parapsychologue qui a suivi depuis plusieurs mois la famille victime de ces phénomènes, et il va ajouter que d'autres experts vont se joindre à eux en cours d'émission. Puis il va s'adresser aux téléspectateurs en indiquant qu'ils pourront également appeler l'émission pour partager leurs histoires et que certains de ces appels seront pris en direct sur le plateau. On rejoint ensuite l'équipe qui est postée sur place, donc devant la maison, et qui va mener cette enquête. On nous présente Pamela Hurley d'abord, la mère de famille, et puis ses deux filles, Suzanne et Kimberly. Alors très brièvement, Pamela va raconter qu'il se passe régulièrement des choses étranges chez eux, et que quand elle les raconte, en général, on ne la croit pas. Et très rapidement, on va la voir très émue. On revient ensuite en plateau, et c'est Mike Smith qui présente l'espace où seront reçus les appels en direct des téléspectateurs en leur montrant le numéro qu'ils peuvent appeler. Alors c'est un numéro qui est très connu des téléspectateurs puisque c'est le même numéro de contact de la BBC que dans toutes les autres émissions qui proposent des appels en direct. Et enfin, on nous présente brièvement Sarah Green à l'extérieur de la maison ainsi que les techniciens qui travaillent sur place et la technologie très avancée pour l'époque qui va permettre de monitorer depuis l'extérieur de la maison tout ce qui pourrait se passer à l'intérieur pendant cette enquête. Et une fois ces présentations faites, eh bien, toute l'équipe va rentrer dans la maison pour démarrer leur enquête. Pendant ce temps sur le plateau, la parapsychologue explique que cette maison a été choisie pour cette émission parce que c'est l'endroit où les phénomènes les plus marquants se sont produits parmi tous ceux qui ont été étudiés à travers le Royaume-Uni. Elle va aussi dire qu'elle ne sait pas s'il va se passer quelque chose ce soir, parce que c'est arrivé par le passé qu'il ne se passe rien pendant des semaines, et puis que certains soirs, par contre, il se serait cru en zone de guerre, tellement il se passait des choses inquiétantes. Et puis un premier appel va être diffusé en direct d'une femme qui indique qu'elle pense en l'occurrence avoir vu quelque chose ou quelqu'un au fond de la chambre des filles sur les toutes premières images qui avaient été diffusées. Alors sur le plateau, personne ne pense avoir vu quoi que ce soit. Parkinson va lui répondre qu'ils vont reprendre ces images pour voir si effectivement il y avait quelque chose à voir ou pas. Ensuite, on va voir un plan avec Sarah Green dans la cuisine de la maison qui joue avec les filles et on a Parkinson qui va lui demander s'ils ont vu ou entendu quoi que ce soit. Et c'est à ce moment-là qu'on va entendre un bruit très fort qui vient de la cuisine elle-même, juste à côté de Sarah, et on va découvrir juste après que c'était Craig Charles qui s'était caché dans le placard avec un masque d'Halloween pour leur faire peur. Alors ça a fait rigoler à peu près tout le monde sur le moment, à la fois dans la maison et sur le plateau, à part Sarah elle-même et la docteure Pascoe en plateau qui, elle, prend tout ça très au sérieux et qui semble pas vraiment apprécier qu'on en rigole. Ensuite, dans la maison, Sarah Green va demander à Pamela et à ses deux filles de raconter comment sont survenus les premiers phénomènes dans la maison. Elles vont leur raconter que tout a commencé il y a quelques mois. La plus petite des deux filles va raconter qu'elle a entendu des bruits de pas. Sa mère lui avait répondu à l'époque que c'était sans doute des bruits de canalisation, en anglais pipes, qui signifie tuyau, mais que par la suite, les deux filles et la mère elle-même ont observé ou entendu des choses, des phénomènes et ressenti une présence. Et cette présence, elles l'ont surnommée Pipes. Et puis Kim va continuer son histoire en montrant un endroit où elle pense avoir aperçu Pipes au fond de sa chambre, derrière le rideau. C'est l'endroit qui est décrit par la personne qui avait appelé le plateau télé pour signaler avoir vu quelque chose sur la vidéo, sur les images qui avaient été diffusées au début de l'émission. Et Kim va indiquer que Pipes vit dans le sous-sol de la maison dont l'entrée avait été condamnée par la mère. Ensuite, Pamela, la mère, va montrer un cahier d'école de sa grande fille et on va y voir des dessins qui sont assez inquiétants pour une jeune fille de cet âge-là. Mais Suzanne va dire que c'est pas elle qui a dessiné ça, mais on n'en saura pas beaucoup plus là-dessus à ce stade. Ensuite, en direct du plateau télé, c'est Mike Smith qui va indiquer qu'ils ont déjà reçu une dizaine d'autres appels qui signalent également avoir vu quelque chose sur les images qui avaient été diffusées, une silhouette sombre dans la chambre des filles. Les images sont revues et on aperçoit ce qui ressemble fortement à une forme humaine derrière le rideau de la chambre, mais on en conclut que l'éclairage ou les plis dans le rideau ont dû jouer un rôle pour suggérer ça, mais que c'est pas très tangible. La parapsychologue elle-même va indiquer que l'esprit humain a tendance à naturellement interpréter ou reconnaître des visages ou des êtres humains avant toute autre interprétation qu'il peut faire de ce qu'il voit, et que ce qu'on voit là, c'est sans doute uniquement des réflexions de lumière projetées sur le rideau qui vont créer une illusion d'optique. Après ça, Sarah va interroger Pamela, la mère de famille. Pamela va expliquer qu'elle avait condamné l'entrée de la porte du sous-sol parce qu'un jour, elle s'est retrouvée enfermée à l'intérieur, incapable d'en sortir, comme si quelqu'un bloquait la porte de l'autre côté. Et alors qu'elle était seule dans la cave, elle avait fortement ressenti la présence d'un homme. Elle avait appelé ses filles et elle avait entendu Kim crier « Maman, c'est Pipes, Pipes, il est ici ». Elle a finalement réussi à en sortir et elle a ensuite écrit à la mairie pour être relogée, mais ils ne l'ont pas cru et ils lui ont répondu
qu'elle devait consulter un psychiatre. Elle en a parlé à un journal local, mais là aussi, l'article qui a été publié ensuite insinuait qu'elle mentait et qu'elle racontait ça pour attirer l'attention. Donc en gros, elle a essayé de se faire entendre, mais personne ne voulait la croire. Les filles aussi, elles, ont été moquées à l'école et elle a raconté que faire ce reportage avec la BBC, en fait, ça servait surtout à ce que les gens puissent la croire. De retour en plateau, on va voir quelques images d'études universitaires qui ont été faites avec Suzanne. Et Pascoe va diffuser une bande sonore d'un enregistrement qui avait été fait dans la maison un soir où il s'était passé des choses. On va aussi entendre un enregistrement de Suzanne, qui parle donc d'une voix qui n'est évidemment pas la sienne. Pascoe va expliquer que les études qui ont suivi ont montré que cette voix et celle de Suzanne ne pouvaient pas être celles d'une même personne. Et elle avait aussi tenté de faire imiter à Suzanne cette voix, mais Suzanne n'y arrivait pas. Ensuite, on va voir des photos d'un coussin qui est projeté à travers la chambre des filles et on verra en plateau des objets qui ont été prélevés dans la maison quand ces phénomènes se sont produits. On va voir de la vaisselle cassée ou même de la vaisselle fondue ou encore des montres qui se sont arrêtées. Et surtout, on va voir ensuite une photo de Suzanne avec le visage complètement griffé partout, de façon très graphique. Et à ce moment-là, on sait qu'on passe donc sur quelque chose de vraiment inquiétant. Ensuite, pour équilibrer les hypothèses, et ne pas donner que des éléments qui sembleraient aller dans le sens de l'hypothèse d'une entité paranormale, un autre témoin va être interviewé en plateau. C'est le docteur Emilio Silvestri, membre du comité d'enquête scientifique en duplex de New York. Lui va apporter une vision contradictoire à celle de la parapsychologue en tentant de tout expliquer d'un point de vue d'un œil scientifique. Il va indiquer qu'il a étudié toutes les évidences dans un laboratoire, d'un point de vue scientifique donc, et qu'il n'y a rien qui ne puisse pas être expliqué par la science. Lui et la docteur Pascoe se connaissent déjà, et ils portent un regard complètement opposé sur les événements qui se sont produits dans la maison. On va ensuite repasser dans la maison, tout est très calme, et Sarah joue avec les filles. Sarah, avant de rentrer dans la maison, elle avait mentionné qu'elle avait eu elle-même par le passé une expérience, entre parenthèses, paranormale, en tout cas qui lui avait donné envie, on va dire, d'en savoir un petit peu plus. Parkinson, lui, va lui demander de raconter cette histoire à ce moment-là. Sarah va raconter qu'elle avait passé plusieurs nuits chez des amis qui possèdent une très belle maison, très ancienne, et qu'une nuit, elle avait été réveillée par une musique. Sans savoir si elle avait rêvé de cette musique ou si elle l'avait réellement entendue, mais il n'y avait rien autour d'elle. Et au moment de s'endormir à nouveau, elle a aperçu le visage d'une femme indienne, et elle indique avoir vu ses yeux regarder à gauche, puis à droite, d'un côté et de l'autre, de façon répétée, avant de se révulser, puis le visage a disparu. Le lendemain, elle a questionné ses amis sur la maison et lui ont raconté que la maison avait appartenu à un ancien dirigeant indien qui était marié à 2 femmes indiennes qui avaient donc vécu ici. Et à l'époque, quand ces femmes sont décédées, elles avaient été enterrées dans le jardin. Et puis il y a eu des projets ensuite d'exhumation pour qu'elles puissent être enterrées ailleurs, mais ça n'a jamais été fait. Et Sarah va raconter que ce qu'elle a vu et entendu, c'était pas quelque chose qui faisait peur, mais simplement pour elle un signe qu'il fallait les laisser reposer en paix. Et que cette histoire, par contre, lui avait donné envie notamment de creuser les sujets du paranormal et de participer à cette enquête au sein de la maison de la famille Hurley. Après avoir raconté cette histoire, Sarah va accompagner Kim dans sa chambre pour aller se coucher, parce qu'il est déjà tard, et on a un autre témoin qui habite dans le quartier qui va être interviewé à l'extérieur de la maison dans le camion de régie de l'émission pour raconter que des phénomènes étranges se sont passés chez lui également, notamment il va raconter des traces de salive et d'excréments retrouvées dans sa maison. Suite à ça, Craig Charles va aller interviewer des voisines à l'extérieur de la maison et l'une d'elles va expliquer qu'elle habite dans la maison en face de celle de Pamela et de ses filles. Elle va notamment expliquer qu'un soir, elle a entendu des bruits très forts, qu'elle était sortie de chez elle et qu'une vitre à l'étage de la maison de Pamela était brisée. Et Pamela et ses filles étaient dehors dans le jardin en train de pleurer. Elle leur avait alors préparé du thé, elle les a reçus chez elle et elle les reçoit chez elle régulièrement quand elles en éprouvent le besoin. Elles vont aussi raconter, ces 2 voisines, qu'un jour, sur le terrain de jeu qui est situé juste à côté de leur maison, ces enfants ont retrouvé une chienne labrador morte, éventrée, avec des fœtus de chiots éparpillés tout autour d'elle. Donc là, on est clairement sur des histoires très sinistres qui se sont passées partout dans le quartier autour de la maison de Pamela. Et dans la foulée, Craig va parler à un spiritualiste, alors comprenez une sorte de médium, qui habite lui aussi le quartier et qui était venu dans la maison pour prier avec la famille. Lui va raconter qu'il a senti une présence maléfique dans cette maison et que ça l'a rendu physiquement malade, tellement c'était dérangeant. Il va raconter qu'il sentait l'odeur de sang sur ses mains. Mais à ce moment-là, Michael Parkinson va les interrompre et leur indiquer qu'il faut vite retourner dans la maison parce que quelque chose semble être en train de se passer.
On va retrouver Sarah dans le salon. Elle va montrer une partie de la moquette du salon complètement inondée par une flaque parfaitement circulaire. Alors c'est assez bizarre parce qu'il n'y a rien vraiment qui puisse expliquer ça. Elle va d'abord vérifier le plafond, mais il est complètement sec. Elle va ensuite prélever du liquide de la moquette pour pouvoir le faire analyser ensuite. Sur le plateau, Pascoe va indiquer que les poltergeists, notamment, peuvent être à l'origine de ce type de phénomène. Alors que l'ambiance semble s'être plutôt alourdie, on va prendre un autre appel sur le plateau. Et là, c'est un homme qui va appeler pour raconter une histoire complètement farfelue à propos de l'assiette de son sandwich qui serait tombée toute seule ou quelque chose comme ça. Alors, je vous avoue que j'ai pas très bien compris, mais c'est complètement farfelu. Parkinson, lui, il en rigole et la parapsychologue elle-même, elle comprend tout de suite que c'est complètement saugrenu. Mais ça montre quand même que certains semblent projeter chez eux des théories qu'ils entendent à la télévision et qu'ils semblent expliquer ou interpréter volontairement ou pas des faits totalement anecdotiques sous le prisme du paranormal. Mais là encore, Parkinson va indiquer qu'il faut retourner dans la maison parce que des choses sont en train de se passer. Sarah et son équipe ont entendu des bruits dans la chambre de Pamela, et alors qu'ils sont en train d'essayer d'en déterminer l'origine, des bruits sourds se font entendre du rez-de-chaussée et les filles arrivent paniquées parce qu'il se passe quelque chose dans la cuisine. Sarah va alors vite descendre pour voir ce qui se passe en bas et elle va retrouver les dessins des filles qui sont habituellement fixés sur le frigidaire de la cuisine, éparpillés partout sur le sol. On sent une vraie tension à ce moment-là et en les ramassant, Sarah va même sursauter à cause d'un chat qui passe à côté d'elle de l'autre côté de la baie vitrée. À ce moment-là, on va entendre à nouveau des bruits sourds, mais cette fois-ci à l'étage, et elle va alors courir, monter, voir ce qui se passe en haut, malgré les mises en garde de Parkinson qui lui indiquent de rester prudente. Arrivée en haut, on va voir Kim, la plus jeune des deux filles, apeurée, qui va se réfugier dans son lit. Mais en inspectant un recoin du couloir avec la caméra, on va spotter Suzanne, la plus âgée des deux, en train de taper elle-même sur une canalisation avec un objet en métal pour provoquer les bruits sourds qu'on venait d'entendre. En voyant les caméras, elle va hurler, elle va aller courir dans son lit, et alors que Sarah va aller la voir pour la réconforter, Suzanne, visiblement très paniquée, va pleurer, va dire que c'est pas elle qui vient de faire ça, alors qu'on vient de le voir. Sur le plateau, on va voir la parapsychologue complètement choquée de ce qui venait d'arriver, et Parkinson, visiblement résigné de constater que tout ça, c'était sans doute qu'une mise en scène, finalement, de Suzanne. Mais la docteure Pascoe, elle n'est pas d'accord et elle va la défendre en disant qu'elle avait observé elle-même des phénomènes inquiétants dans la maison, que c'était pas Suzanne qui les provoquait et qu'il y avait sans doute une explication au comportement de Suzanne, comme si elle cherchait à provoquer ces phénomènes parce qu'elle avait peur qu'on ne la croie pas sur tout ce qui se serait réellement passé dans la maison. Alors Parkinson, lui, semble pas du tout convaincu, mais il va demander à Sarah de raconter ce qui se passe dans la maison. Sarah, elle va raccompagner les filles dans la cuisine, et Parkinson, depuis le plateau, va essayer d'interroger Suzanne en lui demandant si c'est elle qui a fait les dessins dans son cahier d'école, si c'est elle qui faisait les bruits entendus dans la maison, et même si c'était elle qui s'était griffé le visage. Mais Suzanne, elle est en pleurs, elle va juste dire qu'elle veut pas en parler. À ce moment-là, on a Pamela, la mère, qui était encore dehors dans le camion de régie, qui va revenir à l'intérieur pour rejoindre sa fille, la calmer, la consoler. Parkinson va demander à Pamela si sa fille a pu inventer tout ça, mais Pamela va réaffirmer de façon très convaincue qu'elles ont toutes vu des choses, la docteure Pascoe inclus, et qu'elles disent la vérité. Depuis le plateau, Parkinson va revenir vers le docteur Silvestri, qui lui, par contre, évidemment, va dire que ces soi-disant phénomènes ne pouvaient pas être plus que quelque chose de ce type-là et qu'il n'y a jamais cru. Mais on va ensuite revenir à Mike Smith, qui lui va dire qu'il reçoit beaucoup d'appels de personnes différentes qui semblent toutes décrire une même silhouette aperçue dans la chambre sur les images qui avaient été projetées plus tôt dans l'émission, et ils décrivent tous à peu près la même chose. Une personne âgée, chauve, des yeux sombres, ou certains disent des trous à la place des yeux, qui porte un menton long ou une espèce de robe noire boutonnée jusqu'au cou. À ce moment-là, la docteure Pascoe va dire que ces témoignages sont très importants et qu'elle souhaiterait qu'on repasse un entretien qu'elle avait eu avec la plus jeune des deux filles quelque temps auparavant à l'université quand elle faisait des études sur elle par rapport aux perceptions qu'elle avait dans la maison. Alors, ces images vont être préparées et pendant qu'elles sont préparées, d'autres témoignages vont être diffusés de personnes sans aucun rapport avec les événements dont on parle là ou sans aucun rapport avec la famille Hurley, mais qui sont des personnes qui ont une histoire à raconter qui semble être une histoire paranormale. Et alors qu'une femme est en train de raconter son histoire, l'image et le son vont commencer à se déformer, la transition va sembler se brouiller. À ce moment-là, Parkinson il va s'excuser pour ce problème technique et il va plaisanter sur le fait que c'est peut-être la faute à un poltergeist. Pour combler pendant la résolution de ce problème technique, ils vont prendre un autre appel de téléspectateurs en plateau, et cette fois-ci c'est une dame qui, elle, va souhaiter rester anonyme,
mais qui va indiquer qu'elle a une histoire troublante à raconter. Elle semble très perturbée et elle va raconter qu'ils étaient avec son mari en train de regarder Ghostwatch à la télévision et que leur table de salon, entièrement faite de verre, vient d'exploser alors que son mari venait simplement de poser sa main dessus. Il y a du verre partout, il y a du sang sur la tapisserie et ses enfants sont terrifiés. Elle va demander à Parkinson pourquoi ils font cette émission en semblant l'accuser de ce qui se passe chez elle. Parkinson, il va lui répondre que ses enfants sont probablement choqués de l'explosion de la table, mais qu'ils devraient être au lit. Et elle va répondre que justement, ils refusent d'aller se coucher parce qu'ils veulent absolument continuer à regarder. Et qu'elle a beau leur dire de regarder l'heure, l'horloge indique toujours 21h30, elle s'est arrêtée. Elle dit qu'elle ne sait pas ce qui se passe et elle commence à pleurer. Là, Parkinson, il va essayer de la calmer par téléphone en lui disant qu'elle a eu un accident domestique et qu'il faut qu'elle mette ses enfants au lit, mais qu'il ne peut pas la garder au téléphone. Il montre visiblement qu'il ne voit pas de rapport, lui, entre ce qui se passe chez cette dame et son émission. Mais la docteure Pascoe, elle va sembler beaucoup plus à l'écoute de cette femme et elle va lui demander de prendre un maximum de photos de ce qui s'est passé chez elle et lui demander de rien toucher. Mais là, Parkinson, il va enchaîner en s'adressant à tous les spectateurs, en disant qu'ils ne doivent pas paniquer en regardant l'émission parce que les phénomènes dont on parle ici sont très rares et que la probabilité que ces phénomènes se produisent chez les téléspectateurs est extrêmement rare. Encore une fois, on a l'impression que les interprétations liées au paranormal qui sont faites sur le plateau se propagent chez les téléspectateurs. On va ensuite voir la vidéo qu'a demandé Pascoe de l'échange qu'elle avait eu avec Kim à l'université quelques semaines auparavant. Pascoe lui demandait de décrire Pipes. Elle avait alors décrit un homme très âgé, ses yeux sont comme remplis de sang, il est chauve, il porte une espèce de robe noire, boutonnée jusqu'en bas. Ça vous rappelle rien ? Pascoe va relever que cette description, faite il y a plusieurs semaines, correspond exactement à la description faite par les appels reçus ce soir sur le plateau. Et elle précise que cette discussion avec Kim n'avait jamais été montrée à qui que ce soit jusqu'ici et elle pouvait donc pas influencer les téléspectateurs qui appelaient pour raconter ce qu'ils avaient vu. Elle va aussi ajouter que jusqu'à maintenant, elle assumait que l'entité qui les suivait dans la maison était attachée à Suzanne, mais qu'en fait, elle se rend compte qu'elle s'est peut-être trompée et que cette entité est possiblement attachée à Kim. À ce moment-là, Parkinson va à nouveau être appelé par Sarah depuis la maison, qui va lui dire qu'il semble à nouveau se passer quelque chose. Pamela est avec elle et elle dit qu'elle entend des chats, beaucoup de chats, partout autour de la maison. Sarah va écouter et elle va confirmer qu'elle les entend aussi. À ce moment-là, Kim débarque, paniquée, dans le salon, en criant que quelque chose ne va pas avec Suzanne. Tout le monde court à l'étage, dans la chambre des filles, et on découvre Suzanne, couchée sur le dos, sur son lit, le visage recouvert d'un vêtement. Quand Pamela va enlever le vêtement, on voit le visage figé de Suzanne, les yeux fixés vers le plafond, pleine de griffures partout au visage. Alors il y a une panique générale évidemment qui va s'installer et Pamela va dire que Suzanne est brûlante de fièvre. Du coup Sarah, elle va courir dans la salle de bain pour mouiller une serviette pour la rafraîchir, mais une fois dans la salle de bain, elle va sursauter, elle va faire un bond en pensant avoir vu quelque chose derrière elle dans le miroir. Sans avoir vraiment le temps de réfléchir à ce que ça aurait pu être, elle va rapidement retourner dans la chambre auprès de Suzanne. Du coup, à ce moment-là, de retour sur le plateau, Parkinson va s'adresser aux téléspectateurs qui seraient là pour le programme suivant et il va dire que compte tenu de ce qui est en train de se passer et de ces événements un peu dramatiques, ils vont garder l'antenne et continuer ce reportage. Et il va demander à Pascoe, qui indiquait juste avant que peut-être Kim était la cible d'un poltergeist, ce qu'elle pense à présent. Pascoe, un peu déboussolée, va répondre que peut-être que ce sont les deux qui sont visés, mais elle va avouer qu'elle ne sait pas vraiment ce qu'il en est. À ce moment-là, on a un autre appel qui va arriver sur le plateau d'une dame qui dit que quand elle était jeune, sa mère lui racontait l'histoire d'une vieille dame qui viendrait la chercher si elle obéissait pas. Cette vieille dame en question était une histoire que les parents racontaient aux enfants pour les contraindre à obéir, mais qu'elle était basée sur l'histoire d'une dame qui avait réellement vécu il y a très longtemps et qui vivait à l'endroit qui est devenu par la suite le quartier dans lequel se trouve la maison de Pamela et de ses deux filles. Alors Parkinson et la docteure Pascoe ne vont pas vraiment savoir quoi faire de cette histoire, mais depuis la maison, Sarah va leur indiquer que Pamela va emmener les filles hors de la maison. Et alors que Pamela va vouloir prendre Kim pour sortir de la chambre, Kim va piquer une petite crise en disant qu'elle veut pas partir et qu'elle doit parler à quelqu'un. On va sentir beaucoup d'inquiétude et Sarah lui demande alors à qui elle doit parler. Kim va lui répondre à Pipes. Pamela va lui demander où se trouve Pipes et Kim va répondre juste ici en pointant le rideau de la fenêtre de la chambre. À ce moment-là, Pamela et Sarah vont prendre les deux filles et les forcer à sortir de la chambre, tandis que Kim, elle, continue de crier qu'elle veut pas partir. Et alors qu'elle quitte la chambre, le caméraman va filmer un dernier plan de la chambre vide sur lequel on va voir quelque chose de très étrange. Alors que les filles sont emmenées hors de la maison, on va revenir sur le plateau et Mike Smith va indiquer qu'ils reçoivent de plus en plus d'appels étranges.
Certains chez qui les horloges s'arrêtent, d'autres chez qui les postes de radio s'éteignent ou d'autres appareils qui se déclenchent, des chiens qui aboient sans s'arrêter ou des animaux qui se comportent de façon étrange. On a l'impression que tout est en train de basculer. Et Mike Smith va surtout dire de façon grave qu'il a reçu un appel d'une jeune femme qui a appelé pour réagir à quelque chose qui avait été montré à l'écran, mais qu'elle avait raccroché trop tôt, et il va lui demander de les recontacter absolument. Parkinson va alors demander à Sarah si elle a quitté la maison, mais Sarah va répondre que non, elle est toujours dans la maison, elle se trouve dans le salon avec Suzanne et Pamela, et à ce moment-là, l'image va à nouveau se déformer, et on va entendre un fort Larsen qui va perturber la transition sonore. Dans la foulée, des bruits très forts vont être entendus au plafond, on va entendre Sarah demander à haute voix où est Kim, tout semble très chaotique, et un tableau va se décrocher du mur et tomber par terre. Là, on va entendre Pamela paniquer en parlant à Suzanne, qui est toujours assise par terre, et alors que le caméraman va la filmer, voici ce qu'on va voir. Stop it! Stop it, Susie! On va donc voir Pamela paniquer, qui va lui dire d'arrêter ça, comme si elle le faisait exprès. Elle va continuer à lui demander si elle l'entend, et au bout d'un moment, Suzanne va finir par lui répondre que oui, de sa petite voix habituelle, puis elle va la fixer, et elle va dire à sa mère que tout est de sa faute, et qu'elle la déteste. Immédiatement après, on va voir Sarah courir à l'étage et fouiller la chambre en appelant Kim, ne sachant pas où elle se trouve. Elle va chercher partout à l'étage, mais sans la trouver. Elle va redescendre, paniquer dans la cuisine et trouver l'eau du robinet qui coule abondamment, la porte du frigo ouverte. Elle va fermer la porte du frigo et elle va retrouver Kim qui s'était cachée derrière la porte du frigo. À ce moment-là, des bruits de chats très forts vont être entendus un peu partout. L'ingé son va chercher d'où vient le bruit dans le couloir. On va voir les lumières de la maison clignoter et le miroir du couloir bouger tout seul. Les bruits de chats continuent et l'ingénieur son va déterminer qu'elles proviennent de la cave, juste derrière la porte qui avait été condamnée. Sarah et son équipe vont donc décider de retirer la planche de bois qui avait servi à condamner la porte et de l'ouvrir. Mais à ce moment-là, la porte s'ouvre et les bruits s'arrêtent. Le silence est presque plus pesant que les bruits juste avant, mais là, le miroir du couloir va alors tomber sur l'ingé son et se briser sur lui. Et alors qu'il est couché par terre avec le grand miroir brisé sur lui, Sarah va courir vers la porte de la maison pour chercher de l'aide, mais on va entendre Suzanne crier. Sarah l'appelle, mais on ne sait pas où elle se trouve. Pourtant, on entend Suzanne qui crie encore et encore, et on l'entend dire « il me fait mal ». Puis elle crie à nouveau « lâche-moi, lâche-moi, va-t'en, maman, aide-moi, me laisse pas ». Et on va l'entendre crier à nouveau. Mais à cet instant, l'image va complètement se brouiller, jusqu'à passer sur un écran noir. L'image revient alors sur Craig à l'extérieur, et on va le voir avec le technicien qui a expliqué tout le système qui avait été mis en place pour monitorer depuis le camion à l'extérieur ce qui allait se passer à l'intérieur. On les voit en train de plaisanter à l'extérieur, et on va entendre le technicien indiquer notamment qu'il ne se passe toujours rien à l'intérieur, que tout semble très calme, et qu'aucun signal n'est parvenu de l'intérieur de la maison. Parkinson, depuis le plateau télé, va tenter de leur parler, mais eux ne l'entendent pas, et ils continuent à rigoler, comme pour passer le temps, en attendant que quelque chose ne se passe. À cet instant, la transmission va être rétablie entre le plateau télé et la maison. Et on va voir Sarah, assise dans le salon à côté de l'ingé son, en train de jouer à un jeu de société avec les filles, et tout semble parfaitement calme. Alors Parkinson va directement faire la remarque que tout est très calme. On va le voir à la fois rassuré, mais également très dubitatif, comme Mike Smith et la Dr Pascoe, en fait qui ne semblent pas comprendre comment tout a pu redevenir si calme, si vite. Mais la ligne n'est pas rétablie et Sarah et les filles ne semblent pas entendre le plateau, donc Parkinson indique que pendant qu'ils travaillent à rétablir la communication avec la maison, ils vont prendre un autre appel sur le plateau. C'est un homme qui appelle en refusant de donner son nom et qui indique qu'il a des informations à partager à propos de l'histoire de la maison elle-même. Alors la Dr Pascoe va l'interrompre directement et lui dire qu'ils ont étudié l'histoire de cette maison depuis sa construction dans le cadre des études qu'ils font sur la famille Hurley et qui disposent de toutes les informations sur la maison. L'homme va lui demander si elle connaît Mr. and Mrs. Sellers. Pascoe va répondre que oui, ils apparaissent sur la liste des locataires qui habitaient la maison dans les années 60. L'homme va lui demander si elle sait que ces gens sous-louaient une pièce de la maison à l'époque. Là, Pascoe va sembler très déstabilisée, elle va dire que non, en l'occurrence elle l'ignorait. L'homme qui appelle va leur dire que ça n'apparaît nulle part puisque c'était illégal, mais que la personne à qui ils sous-louaient a été leur neveu, Raymond Tunstone. Parkinson va demander à celui qui appelle comment il sait tout ça, et cet homme va répondre qu'il a été travailleur social quand ce monsieur Tunstone a été admis à l'hôpital psychiatrique en ayant déjà été condamné pour des faits d'attentat à la pudeur, d'abus et d'enlèvement de mineurs. Et qu'en gros, c'est quelqu'un de très très perturbé. Il va raconter que quand cet homme a emménagé dans cette maison, il souffrait de délire paranoïaque. Et il avait notamment raconté qu'une femme habitait son corps, qu'elle contrôlait ses gestes et ses pensées, qu'elle lui faisait faire des choses qu'il ne voulait pas faire. Il a commencé à porter des robes,
Et puis ses délires ont tellement empiré qu'il a fini par mettre fin à ses jours. Et l'homme qui appelle va alors ajouter que c'est pour ça qu'il appelle, parce qu'il a vu ce qui se passait dans cette maison. Ensuite, il va raconter que Tungsten a mis fin à ses jours dans la cave, sous les escaliers de la maison, pendant que son oncle et sa tante n'étaient pas là. Et que ça a pris 12 jours pour que quelqu'un le retrouve. Ils entendaient crier les chats, il en avait une douzaine qui gardaient dans sa cave, et ils étaient enfermés tout ce temps. Donc ils ont eu faim, et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et après avoir dit ça, l'homme va raccrocher. Donc là, la docteure Pascoe, elle va dire qu'il y a forcément un lien entre tout ça, cette histoire et ce qui se passe dans la maison, mais Parkinson, lui, il croit absolument pas. Il semble vraiment irrité parce qu'il considère être une mauvaise blague de celui qui a appelé. Et il va annoncer qu'ils ne prendront donc plus d'appels. Mais alors que les deux semblent commencer à se disputer sur ce point, Pascoe va se tourner à nouveau vers l'écran qui diffuse ce qui se passe dans la maison, et elle va bondir de sa chaise. En fixant les images, elle va indiquer « c'est dans la machine ». Parkinson, il comprend pas ce qu'elle veut dire, et elle va lui demander de regarder le tableau. Il est encore fixé au mur. Il n'est pas tombé, il est encore accroché. Et ce qu'on voit là, ce n'est pas live, ce n'est pas ce qu'il est en train de se passer en ce moment. Quand Parkinson va demander ce qu'il est en train de se passer en ce moment, dans ces cas-là, les images vont se brouiller et on va revenir à ce qui se passe vraiment dans la maison. Et là, on va brièvement revoir le plateau avec un vent qui souffle à l'intérieur du bâtiment, à l'intérieur du plateau de télé. Les images vont basculer sur l'extérieur de la maison, où on va voir l'ingénieur son, qui avait pris le miroir du couloir sur la tête, être évacué par des ambulanciers. La police arrive, Kim sort de la maison avec sa mère, toutes les deux visiblement en état de choc, et Parkinson va dire qu'on n'a donc vu ni Sarah, ni Suzanne à cet instant-là. La transmission va rebasculer sur le caméraman à l'intérieur de la maison, qui filme cette fois-ci en image thermique. Il n'y a plus du tout de lumière dans la maison. On voit d'abord des formes sans savoir réellement ce dont il s'agit, et puis on entend Sarah qui appelle Suzanne. Puis elle appelle Chris, son caméraman. Ils sont à la recherche de Suzanne. Ils semblent la chercher partout dans la maison, ils sont équipés d'un briquet pour s'éclairer avant de finalement trouver une torche. Une fois la torche allumée, on va voir les pommes accrochées dans la cuisine qui se balancent frénétiquement, et la transmission revient sur le plateau télé, où les spots d'éclairage commencent à exploser et où les objets qui avaient été collectés dans la maison bougent tout seuls et se fracassent par terre. C'est le chaos un peu partout. On rebascule dans la maison et on entend Sarah qui appelle Suzanne, puis on entend Suzanne, au loin, appeler à l'aide. On continue d'entendre le bruit du vent, bien qu'on soit à l'intérieur. Les appels de Suzanne viennent de l'intérieur de la cave. Sarah tente d'ouvrir la porte s'ouvre, on l'entend s'adresser à Suzanne avant d'entrer doucement dans la cave, et à ce moment-là, la porte se claque derrière elle. On revient en plateau, c'est le chaos total, des lumières continuent d'exploser au plafond, tout le monde court un peu partout, le désordre règne. Parkinson indique qu'ils vont maintenant quitter le plateau. On entend le vent, on entend des chats, la caméra sur rail se déplace toute seule, puis un écran noir, le silence revient, et Parkinson, qui raconte que le studio est plongé dans le noir, il n'y a plus de courant, une image revient, il reste une lumière faible et une caméra. Parkinson est complètement déboussolé, il déambule tout seul, il parle tout seul en racontant ça, puis s'approche de la caméra, marmonne quelque chose de difficilement compréhensible en commençant à rigoler tout seul. Round and round the garden, like a teddy bear. Sa voix va changer, elle devient très grave, elle sonne plus du tout humaine, il murmure, on entend des chats, un écran noir. C'est la fin de Ghostwatch. Bon, alors il y a évidemment énormément de choses à dire, à analyser, à comprendre. Cette émission dont je vous parle, elle a été diffusée il y a 30 ans, pour une audience qui n'avait absolument jamais rien vu de semblable. Mais avant de démarrer une analyse plus en profondeur de Ghostwatch, il est nécessaire de parler des conséquences qu'a eu l'émission depuis sa diffusion en 1992, mais qu'elle continue encore d'avoir aujourd'hui. Et on va intégrer ces conséquences dans l'analyse qu'on en fera ensuite. Pendant la diffusion de Ghostwatch et dans les heures qui l'ont suivi, plus de 30 000 appels ont été reçus par la BBC. Sur le coup, l'émission avait créé un effet de panique auprès des téléspectateurs. Je rappelle que ça a été diffusé en prime time à 21h25 et donc personne ne s'attendait réellement à voir autant de choses se passer. Il y a beaucoup de gens qui ont appelé pour raconter qu'il se passait des choses étranges chez eux, qui pensaient être victimes de phénomènes paranormaux. Ils appelaient pour savoir s'il y avait un danger immédiat pour eux ou pour leur famille. En fait, tout ce qu'ils voyaient à l'écran, ils le transposaient chez eux. Pipes s'était rentré dans la tête des gens. Il y a de nombreux parents qui ont appelé également pour faire part de leur colère, parce que leurs enfants avaient été terrifiés par l'émission. Ils demandaient des explications et des excuses à la BBC pour avoir diffusé un programme aussi effrayant à une heure où les enfants pouvaient regarder.
ou alors parce que leurs enfants n'arrivaient pas à dormir, ou qu'ils ne pouvaient plus rester seuls dans leur chambre, ou ils ne pouvaient plus rester dans le noir. Sur un plan plus léger, il y a une anecdote qui a été beaucoup reprise au sujet d'une femme qui a même appelé la BBC pour se plaindre d'avoir dû acheter un nouveau pantalon à son mari qui s'était dessus. À ce stade, l'impact réel qu'a eu l'émission sur les gens, sur les téléspectateurs, a largement dépassé ce qu'attendaient les producteurs et les diffuseurs de Ghostwatch au moment de sa diffusion. Dès le lendemain de l'émission, ce sont tous les journaux du pays qui se sont emparés immédiatement de cette diffusion pour relater l'onde de choc qu'elle avait créée auprès de la population. Et dans les jours et les semaines qui ont suivi, c'est l'ensemble des médias du pays qui se sont emparés du sujet. Et quand ils interrogeaient le public, les gens témoignaient principalement de colère envers un programme qu'ils ne jugeaient pas approprié, principalement parce qu'il mettait en scène des enfants ou parce qu'il avait été diffusé à une heure de grande écoute à laquelle justement des enfants pouvaient y assister. Il y a de très nombreux débats qui s'en sont suivis sur l'éthique de la télévision et sur la responsabilité des diffuseurs. Les réactions à Ghostwatch ont finalement mené à une révision des politiques de la BBC et d'autres diffuseurs concernant les avertissements sur le contenu potentiellement perturbant. Elles ont également mené à une prise de conscience sur l'impact des médias et spécifiquement de la télévision sur le comportement et les émotions du public. Mais le mal avait déjà été fait. Les critiques partout dans le pays ont été tellement acerbes que la BBC a finalement arrêté de mentionner Ghostwatch par la suite. Elle l'a juste oublié, comme si le programme n'avait jamais existé, et Ghostwatch n'a plus jamais été diffusé sur les antennes de la BBC par la suite. Deux ans après la diffusion de Ghostwatch, la BPS, qui est l'organisation représentative des psychologues au Royaume-Uni, a fait savoir que 2 médecins ont rapporté le cas de 2 jeunes garçons de 10 ans qui souffraient de troubles du sommeil, de peur du noir, de difficultés de concentration, d'anxiété de séparation, d'humeur dépressive et d'irritabilité. L'un des garçons se frappait même la tête pour essayer de chasser les pensées de fantômes qui l'obsédaient. Les médecins ont attribué ces symptômes au programme télévisé que les garçons avaient regardé. Dans les mois qui ont suivi, d'autres psychiatres ont décrit des cas similaires. Et ils ont cité notamment des pensées intrusives, des crises de panique et des cauchemars récurrents chez un garçon de 11 ans après qu'il ait vu l'émission. Les chercheurs qui ont étudié ces cas ont souligné que c'était la toute première fois que des troubles de stress post-traumatique étaient causés par un programme télévisé. Une autre étude a rapporté également que Ghostwatch aurait causé au moins un cas d'accouchement prématuré chez une femme enceinte en raison du stress intense et de la panique provoquée par la diffusion. Et au fil des années, ce sont de très nombreux effets traumatiques qui ont été rapportés sur des individus et qui ont été attribués à Ghostwatch. Mais au-delà encore de ces traumatismes qui ont affecté une partie du public, un drame humain a été directement imputé à Ghostwatch quelques jours seulement après sa diffusion. Martin Denham, un jeune homme âgé de 18 ans lors de la diffusion de Ghostwatch, avait des antécédents de troubles mentaux à l'époque et son développement psychique correspondait à celui d'un enfant de 13 ans. Son beau-père a expliqué que son comportement avait grandement changé après qu'il ait regardé Ghostwatch. Il avait été comme hypnotisé par le show et il refusait d'éteindre les lumières quand il allait dormir, ce qu'il ne faisait pas avant. Le 5 novembre 1992, quelques jours seulement après Halloween, il a mis fin à ses jours et il a laissé une note d'adieu dans laquelle il évoquait des inquiétudes au sujet des fantômes qui semblaient avoir été exacerbées par le visionnage de Ghostwatch. La famille de Martin a attribué son geste à l'impact traumatisant de l'émission Ghostwatch. Ils ont affirmé notamment que l'émission l'avait profondément affecté alors qu'il était déjà vulnérable à cause de ses problèmes de santé mentale. L'enquête judiciaire qui a suivi a relevé aussi que Martin avait été particulièrement perturbé par l'émission. La mort de Martin a suscité une controverse considérable évidemment dans tout le pays et elle a conduit à des débats notamment sur la responsabilité des médias dans la diffusion de programmes potentiellement traumatisants. Ce cas-là a par la suite été l'un des déclencheurs des discussions qui ont pris place sur la réglementation des contenus télévisés et sur la nécessité de protéger les téléspectateurs vulnérables, en particulier les enfants et les personnes qui souffraient de troubles mentaux. Alors vous l'aurez bien compris, à ce stade, Ghostwatch c'est une fiction. Rien de ce qui n'avait été montré à l'écran n'était vrai, ça avait été créé de toutes pièces pour Halloween. Et tout ce qui était présenté comme une enquête en direct avait en réalité été préenregistré. Ce qui est fascinant dans cette émission, c'est d'analyser comment elle a été créée, comment elle a été réalisée, et pourquoi elle a eu autant d'impact sur des millions de personnes, puisque c'était une fiction. Le créateur de cette fiction, c'est Stephen Falk, un écrivain et scénariste spécialisé dans l'horreur.
À la base, Stephen Falk, il avait écrit une mini-série horreur en 6 épisodes, mais ces 6 épisodes n'avaient jamais vu le jour en tant que tels qu'il les avait écrits. En réalité, il n'y avait pas vraiment de plateforme adaptée à ce format à l'époque qui aurait permis d'exploiter l'idée de base. Mais à la demande de la BBC, Falk a accepté de compiler ces 6 épisodes en un seul et les a réécrits sous forme d'une émission de 90 minutes, soi-disant en direct. C'est comme ça qu'est né Ghostwatch. La première chose qu'il faut comprendre ici, c'est que Falk, c'est un visionnaire. Parce qu'on est dans les années 90 et ce format, il est complètement nouveau. Qu'il s'agisse d'une mini-série d'horreur ou d'une émission de télé-réalité fictive sur le thème de l'horreur, la vision qu'il avait a pris de court une société qui n'était absolument pas préparée à ça. Mais puisque c'est une fiction, comment est-ce que cette émission a pu avoir un tel impact ? C'est sans doute la partie la plus fascinante de toute cette histoire. La vision de Stephen Falk et son idée derrière Ghostwatch, c'était que les histoires les plus flippantes étaient celles qui semblaient être réelles. Son but était donc de tout faire pour flouter les lignes entre la fiction et la réalité. Et ça a extrêmement bien fonctionné, bien au-delà même de ses propres attentes. En parallèle, certaines précautions avaient été prises pour la diffusion, pour informer le public sur le fait que Ghostwatch était une fiction, mais ces précautions se sont révélées très largement insuffisantes. Parce qu'en plus de toutes les conséquences qu'a pu avoir ce programme et dont je vous ai parlé un peu plus tôt, le manque de clarté entre le réel et la fiction a engendré un sentiment de colère très fort à travers le pays. Les gens ont eu le sentiment d'avoir été trompés et ils ont accusé la BBC d'avoir fait exprès de leur faire croire que tout ça était réel. Je vais vous montrer un extrait de Bite Back. C'est une émission qui a donné la parole au public suite à la diffusion de Ghostwatch et face aux producteurs de l'émission qui étaient assis en face d'eux. 2 extraits de 2 témoignages qui sont extrêmement représentatifs de l'avis général qui s'était propagé au sein de la population après cette diffusion. Firstly, I must just say the kind word is that it was actually theoretically a brilliant piece of television. That's the nice part out of the way. But I also think that you betrayed the trust that the audience has within the BBC. You toyed with the emotions of the audience because the audience weren't actually sure, or I wasn't, actually sure if it was fact or fiction, if it was live or if it was in fact a drama. There were allusions before the programme and in some of the papers, I don't get the Radio Times, many people don't either, I hate to say, that it was, you weren't sure because it was Michael Parkinson and the others, whether it was fact or fiction. And as the programme went on, it became obvious you were getting sucked in. Donc lui, clairement, il insiste sur le fait qu'on ne savait pas si c'était réel ou si c'était une fiction. Il parle évidemment du fait de jouer avec les émotions du public et donc de faire exprès de les tromper sur ce point. Le fait que les présentateurs également étaient des figures connues et reconnues à la télévision et que ça ajoutait au fait de ne pas savoir ce qu'il en était. Et puis il parle également du Radio Times et ça, je vais y revenir juste après. On va d'abord écouter ce que dit la jeune fille au sujet du programme. Well, I thought it was one sick joke, the way that it was based around children, the way that the children were involved in the actual story. Why did you have to bring the children into it? But it wasn't funny at all. Encore une fois, ces 2 témoignages, ce sont 2 exemples du sentiment général qui était partagé par une grande majorité de la population à chaud quelques jours après la diffusion de Ghostwatch. Mais je vais juste revenir sur quelques points très pertinents qui ont été mentionnés dans le premier témoignage que je vous ai montré. Quelques jours avant sa diffusion, Ghostwatch est présenté clairement comme une fiction à travers des articles qui lui sont dédiés dans certains magazines télé et notamment dans le Radio Times. En prenant le temps de les lire, on pouvait donc savoir ce qu'on allait voir et on pouvait savoir que c'était une fiction. Mais en réalité, c'était pas tout le monde qui achetait les magazines télé, bien au contraire. Donc en réalité, beaucoup de personnes n'ont jamais lu ces articles. Rappelez-vous qu'on est en 1992, il n'y a pas de télé à la demande, il n'y a pas de télévision numérique avec des informations affichables à l'écran. La télévision telle qu'on la connaît aujourd'hui n'existait absolument pas, Internet et les réseaux sociaux n'existaient pas non plus, et les gens ils regardaient la télé sans savoir forcément ce qui allait être diffusé. Ils avaient le choix entre 2-3 chaînes et c'est tout. Donc, ces présentations, en tant que fiction dans les magazines télé, une très grande majorité des personnes ne les avaient tout simplement pas lues. Ensuite, le programme a également été intégré à l'anthologie Screen One de la BBC. Une anthologie, en gros, c'est une collection de films ou de documentaires ou d'émissions qui sont complètement indépendants les uns des autres. Et Screen One, en gros, c'est un nouveau film ou une nouvelle émission diffusée chaque dimanche soir. Les gens, ils connaissaient Screen One et donc ils savaient qu'ils regardaient une diffusion Screen One quand ils allumaient la télé le dimanche soir. Et le générique d'introduction de Ghostwatch, en parallèle, montrait clairement le logo Screen One, mais également une mention de Ghostwatch par Stephen Falk, qui était plutôt connu à l'époque. Donc en voyant le logo Screen One ou la mention de Stephen Falk, vous saviez sans doute que vous alliez regarder une fiction.
Sauf que, rappelez-vous ce que je vous ai dit un petit peu plus tôt. Le programme, il a été diffusé à un horaire très inhabituel, à 21h25, spécialement pour Halloween, le 31 octobre, qui tombait un samedi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de gens qui avaient entendu parler du programme, ou même juste par habitude, ils ont allumé à 21h30, où ils ont simplement pris le programme en cours, et ils n'ont donc pas vu l'introduction du programme. Ils n'ont pas vu le logo, ils n'ont pas vu la mention de Stephen Falk. Et vu que c'était un samedi, ils n'ont absolument pas pensé à Screen One. Donc encore une fois, Screen One, c'est une anthologie, et donc les autres épisodes Screen One n'ont rien à voir avec Ghostwatch. Et Ghostwatch en soi ne les faisait pas penser non plus à une autre diffusion de Screen One. Donc tous ceux qui n'étaient pas devant la télé à 21h25 précise, à ce stade, ils n'avaient aucune information sur le fait que ce qu'ils allaient voir n'était pas vrai. Et si on considère que 11 millions de téléspectateurs ont regardé Ghostwatch au total, on parle évidemment de beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui n'avaient pas ces informations, avant en tout cas qui commencent à regarder le programme. Et ensuite, pendant le programme, du début à la fin de Ghostwatch, il n'y a plus une seule indication sur le fait que Ghostwatch est une fiction. Bien au contraire, tout est fait pendant le programme pour faire penser aux téléspectateurs que ce qu'ils voyaient à la télé se passait réellement et que tout était vrai. À la fin du programme, les crédits du générique indiquaient clairement le nom des acteurs qui avaient pris part à l'émission. Michael Parkinson, Sarah Greene, Mike Green et Craig Charles jouaient leur propre rôle. Mais Pamela, ses deux filles, ou encore la parapsychologue Lynn Pascoe, ils étaient des acteurs et on découvrait alors leur vrai nom. Ce générique est même allé jusqu'à mentionner le nom de l'acteur qui jouait le rôle du fantôme dans la chambre des filles. Donc là aussi, si vous en doutiez encore, vous pouviez vous assurer que Ghostwatch était bel et bien une mise en scène. Sauf que là aussi, beaucoup de gens n'ont même pas vu ces crédits. Soit parce qu'ils étaient simplement incapables d'aller au bout de l'émission et de la regarder jusqu'à la fin, soit parce qu'ils ont coupé la télé dès que le programme s'est terminé, ou alors tout simplement parce que de façon générale, les gens ont tendance à pas lire les crédits de fin d'un film ou d'une série. Aujourd'hui encore, quand vous voyez ça, vous avez tendance à changer de chaîne ou éteindre la télé, mais il est plutôt improbable que vous les lisiez attentivement. Donc pour résumer, il était très simple de ne voir aucune de ces informations qui pouvaient vous indiquer, vous faire comprendre que Ghostwatch était une fiction. Il suffisait de ne pas avoir lu attentivement un programme télé, de ne pas avoir été devant la télé à la minute où le programme a démarré, à 21h25. Et si c'était le cas, tout ce qui avait été fait pendant le programme avait été fait pour que vous ne vous doutiez de rien et que vous pensiez que c'était vrai. Donc énormément de gens n'avaient vu ou n'avaient pris connaissance d'aucune des mentions ou des précautions qui avaient été faites a priori et a posteriori pour indiquer que Ghostwatch était une fiction. Ensuite, une fois que vous étiez sur le programme, il n'y avait pas vraiment d'autres indications claires qui montraient que c'était une fiction, mais bien au contraire, une série d'éléments qui laissaient penser le contraire. Déjà, l'émission était présentée comme étant en direct, et la réalisation était très crédible sur ce point-là, donc par essence, ça laissait pas penser à quelque chose qui pouvait être manipulé dans des proportions telles que ce qui s'est passé dans l'émission. Mais surtout, comme je l'ai indiqué avant, les protagonistes principaux, c'était des présentateurs télé et radio. Ils étaient très populaires à l'époque, ils étaient reconnus par le public. Les gens avaient l'habitude de les voir dans des émissions bien réelles, qui n'avaient absolument rien à voir avec Ghostwatch. Et ces présentateurs jouaient leur propre rôle, ils inspiraient une grande confiance aux téléspectateurs. Pour vous donner une idée un peu plus concrète, sur une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, on pourrait comparer Michael Parkinson à un Thierry Ardisson pour le côté présentateur talk-show ou à un Jean-Pierre Pernaut qui présentait des émissions grand public qui étaient très appréciées et qui inspiraient confiance aux téléspectateurs. Sarah Greene, elle, on pourrait la comparer à Dorothée pour une présentatrice d'émissions pour les enfants. Et en ce qui concerne Mike Green et Craig Charles, on pourrait les comparer peut-être à des Nagui, Jean-Luc Reichmann ou Stéphane Rothenberg par exemple. Alors encore une fois, ces comparaisons, elles sont approximatives évidemment, mais là où je veux en venir, c'est qu'avec des personnalités comme celle-ci, il était très improbable pour les téléspectateurs à l'époque d'imaginer une fiction montée de toutes pièces. Ça aurait peut-être été différent avec des acteurs ou des comédiens connus de la télé, enfin du cinéma en tout cas, mais eux ils étaient connus comme des présentateurs télé-radio qui présentaient des émissions sur des sujets très réels, très concrets. Les gens, ils avaient une grande confiance en Michael Parkinson et en Sarah Greene notamment, et ça a notamment également contribué à avoir autant de public très jeune autorisé à regarder Ghostwatch. Les parents ne s'attendaient pas à ce type de contenu pour les enfants avec ce type de présentateur à la télé. Alors c'est un choix de casting absolument génial pour flouter les lignes entre la réalité et la fiction, mais ça a grandement contribué à une immersion très forte des téléspectateurs dans le programme, et donc ça a d'autant plus contribué à la peur qu'a engendré Ghostwatch.
Alors les autres protagonistes de l'émission, notamment Pamela et ses 2 filles, la parapsychologue ou encore le scientifique qui est en duplex de New York, eux ce sont des acteurs. Mais ils étaient très peu connus. Et donc ils n'étaient pas reconnus par le public lors de l'émission et ils étaient très crédibles dans leur rôle. Et vu que Michael Parkinson, Sarah et Mike Green et Craig Charles y jouaient leur propre rôle, eh bien les téléspectateurs ne pouvaient pas soupçonner, ne se doutaient pas que les autres étaient des acteurs. Et les autres témoins, les figurants ou encore les voisins qui sont interviewés en dehors de la maison, eux aussi sont extrêmement crédibles et ils ressemblent vraiment à des voisins que vous pouviez croiser en bas de chez vous. Ça a grandement renforcé l'idée que quelque chose se passait dans tout le quartier. Et avec des personnes lambda interviewées dans une cabine TV pour raconter des histoires paranormales qu'ils avaient vécues, on laissait se répandre le sentiment que ça pouvait arriver à tout le monde et que c'était pas si improbable et pas si rare que ça. La réalisation de l'émission, elle est absolument géniale, surtout pour son époque. Les présentateurs télé sont connus, ils jouent leur propre rôle et ils indiquent qu'il s'agit d'une enquête en direct. La parapsychologue, elle va indiquer très tôt qu'on ne sait pas s'il va se passer quelque chose et au départ, tout commence très bien, très calmement. On présente les principaux protagonistes, on fait le tour du matos, des installations, on présente un numéro de téléphone pour appeler en direct sur le plateau, pour renforcer l'idée que c'est bien en direct et rien ne se passe au début. Une fois dans la maison, on a Craig Charles qui rigole et qui se déguise en monstre caché dans le placard. Il prend pas vraiment les choses au sérieux et il fait penser qu'il y a besoin de ça quelque part pour avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Et puis les premiers éléments un peu inhabituels arrivent, mais ils sont explicables ou ce sont des fausses alertes. Et puis il va de nouveau se passer quelque chose de pas très grave. On monte légèrement en tension, mais on cherche à expliquer chaque élément. Et à ce stade, on induit le doute sur l'hypothèse du paranormal. On a certains appels qui sont reçus dans l'émission qui tiennent pas vraiment la route. Les présentateurs en rigolent et montrent clairement qu'ils y croient pas. Et en parallèle, on a un autre invité en duplex, le docteur Silvestri, qui porte quant à lui l'idée que tout ce qui se passe a forcément une explication scientifique et que le paranormal n'existe pas. Et surtout, pendant le reportage dans la maison, on verra Suzanne, la grande sœur, taper avec un objet sur les tuyaux en métal pour faire ces gros bruits qui sont censés être ceux qui terrorisent la famille dans la maison depuis des semaines. Tous ces éléments, ils contribuent à embarquer les sceptiques dans l'idée qu'on va pas facilement croire à tout ça, voir que tout s'explique et qu'on cherche à déconstruire la théorie d'événements surnaturels. Et inconsciemment, à ce stade, on embarque le téléspectateur dans l'idée qu'on peut expliquer de bonne foi ce qui se passe dans la maison, et ces passages sont cruciaux pour recevoir la confiance des téléspectateurs par rapport à ce qui va se passer après. Et effectivement, c'est après que tout bascule. Déjà au bout d'une heure de programme environ, Parkinson il va s'adresser aux téléspectateurs en leur disant qu'il est sans doute temps d'envoyer les enfants au lit. À ce moment-là, il est 22h30, il le dit pas clairement, mais c'est à partir de là que les choses commencent à devenir réellement effrayantes. On perd alors le contrôle progressivement de tout ce qui se passe dans l'enquête. De plus en plus, les événements s'amplifient, la tension monte. On passe d'événements pas très graves à des choses beaucoup plus importantes ou flippantes, et les protagonistes semblent de plus en plus en danger. Parkinson indique ensuite qu'en raison de ces événements, le programme suivant est décalé. Il donne le sentiment d'imprévu, de surprise, d'urgence, ce qui ajoute une dimension dramatique à ce qui est en train de se passer et qui renforce l'idée que c'est vraiment en train de se passer en direct. Et puis, tout continue à s'accélérer et l'entité, Pipes, le paranormal, ont pris le dessus. Les protagonistes n'ont plus du tout le contrôle, ils sont à sa merci. Et à mesure que les événements s'aggravent, on s'approche de la scène finale complètement chaotique. La scène finale, c'est tout le studio qui se désintègre. Le show se termine dans la confusion la plus totale avec Michael Parkinson qui rend l'antenne et aucune explication qui n'est donnée sur tout ce qui vient de se passer. Aujourd'hui, ce concept en termes d'ending est très répandu dans les found footage. Et on peut notamment penser au projet Blair Witch ou encore à REC ou plein d'autres films de ce genre-là qui se terminent de cette façon pour renforcer l'immersion et le réalisme puisque dès lors, tout se coupe quand il est plus possible de filmer ou parce que celui qui filmait n'est plus en mesure de le faire. Sauf qu'à l'époque, on n'avait jamais vu ça. Et les téléspectateurs ne comprenaient pas ce qui se passait sur 11 millions de téléspectateurs. Et bien beaucoup d'entre eux, ils ont donc eu cette sensation qu'il s'était vraiment passé quelque chose. Et ils ont d'autant plus cherché à appeler la BBC ensuite pour savoir ce qui venait de se passer. Et j'en viens donc à ces appels qui sont diffusés en plateau. Comme je vous l'ai indiqué un peu plus tôt, le numéro de téléphone qui est diffusé pendant l'émission, c'est un vrai numéro, il est connu des téléspectateurs pour joindre la BBC pendant d'autres émissions. Et si le show est présenté comme étant en direct, alors qu'en fait il est préenregistré, peut-être que vous vous demandez qui sont les personnes dont les appels sont diffusés en plateau pendant l'émission et où atterrissent les téléspectateurs qui appellent en vrai pendant la diffusion. En réalité, c'est très simple. Les appels qui sont diffusés pendant l'émission, ils font évidemment partie du script du film, ils ont toute leur place dans l'histoire qui est racontée.
Les personnes qui sont prises au téléphone à l'antenne, ainsi que les récits qui sont faits par Mike, des appels qui sont reçus, ils ajoutent de l'incertitude à tout ce qui est en train de se passer et ils font passer le sentiment qu'il se passe réellement des choses paranormales un peu partout dans le pays. Bien au-delà de la maison de la famille Hurley, ça renforce en fait le sentiment de peur qui est inspiré par l'émission. Et parce que certains de ces appels sont fantaisistes, eh bien ça renforce la crédibilité des appels qui sont plus sérieux. Très tôt dans le show par exemple, il y a un appel qui va être pris en plateau, au cours duquel une femme indique qu'elle pense avoir vu une forme humaine ou un fantôme dans la chambre des filles, et ils vont donc revenir sur la séquence et repasser les images une première fois, puis une seconde et une troisième fois. En faisant ça, ils conditionnent le spectateur qui va automatiquement regarder de façon plus attentive s'il arrive à voir ce fantôme, et il va donc inconsciemment s'auto-suggérer qu'il y a peut-être bien quelque chose à voir au départ. D'ailleurs, les producteurs ils vont éviter de chercher à montrer le fantôme de façon trop évidente à travers le show, ils vont plutôt suggérer des apparitions à travers ces appels mais sans montrer le fantôme à l'écran. Là où d'autres films ont utilisé par exemple des effets spéciaux qui ont très mal vieilli, ici l'effet il reste intact encore aujourd'hui 30 ans après, et là dans la réalisation eh bien, c'est tout simplement génial. Mais du coup, que deviennent les appels des téléspectateurs qui appelaient pendant la diffusion? Les producteurs, ils avaient mis en place un message sur répondeur qui précisait notamment que Ghostwatch était une fiction et que rien n'était vrai. Ils avaient anticipé que des gens risquaient de prendre peur pendant l'émission ou d'appeler pour dire qu'ils ont vu des choses sur les images diffusées à l'écran. Et après ce message sur le répondeur, ils pouvaient ensuite joindre le centre d'appel de la BBC, le même que pour les autres émissions le reste du temps. C'était donc pour la production une double précaution qui permettait de s'assurer de pouvoir rassurer les gens qui avaient besoin d'appeler pour savoir ce qui se passait. Sauf que là aussi, ça s'est pas du tout passé comme ça. En fait, le show était tellement efficace, avec des centaines de milliers ou des millions d'enfants devant la télé, des parents apeurés, qu'énormément de gens ont appelé pendant l'émission. Énormément plus que ce que les producteurs avaient anticipé. Et avec tellement d'appels en même temps pour l'époque, les lignes ont été complètement saturées, au point de devenir complètement injoignables. Et donc, les appels ne débouchaient plus sur le message préenregistré du répondeur automatique, la BBC était devenue injoignable. Et vu que ce numéro était connu et que la BBC était habituellement tout le temps joignable, l'impossibilité de joindre la BBC à ce moment-là a grandement renforcé l'impression que quelque chose était vraiment en train de se passer, que vraiment quelque chose de grave empêchait de joindre la BBC. Avec une fin d'émission coupée de façon abrupte, dans un studio qui était en train de se désintégrer, et des lignes de téléphone injoignables alors qu'elles étaient joignables tout le reste du temps, le réalisme était à son paroxysme. Et ces lignes, qui étaient prévues par la production comme un moyen de rassurer ceux qui en avaient besoin en appelant, elles ont en fait joué un rôle inverse. Et elles ont contribué à flouter les lignes entre la fiction et la réalité, puisque au moment où il se passait les choses les plus graves dans l'émission, il était plus possible d'appeler la BBC. Sans les réseaux sociaux, sans Internet, les gens étaient livrés à eux-mêmes chez eux avec ces événements qui continuaient à se dérouler soi-disant en direct sous leurs yeux et l'impossibilité de joindre la chaîne. Alors comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, après la diffusion de l'émission, un sentiment de très grande colère a traversé le pays de la part de millions de téléspectateurs qui avaient l'impression d'avoir été trompés par la BBC. Et en parallèle, l'onde de choc qu'a provoqué Ghostwatch a contribué à lancer des débats et à faire évoluer la réglementation concernant les diffusions télévisées de certains programmes en termes de clarté des informations et vis-à-vis de certaines audiences, notamment les plus jeunes. À court terme, Ghostwatch et la BBC se sont attirés les foudres du public et des médias. Et pendant plus de 10 ans après sa diffusion, la BBC a complètement arrêté de mentionner Ghostwatch, un peu comme si ça n'avait jamais existé. D'ailleurs, si le show a fait naître un très grand nombre de critiques à sa diffusion, il aurait également été nominé pour un BAFTA. Mais la BBC, à ce moment-là, avait annulé cette nomination pour ne pas réveiller le vent de contestation que le programme avait fait naître. Mais en 2002, et avec la démocratisation d'Internet, qui n'existait absolument pas pour les ménages auparavant, des groupes ont commencé à se créer pour discuter de cette émission et une fanbase du show a commencé à émerger. On a alors commencé à voir à quel point beaucoup de gens avaient certes été terrifiés par Ghostwatch, mais également à quel point ils avaient adoré l'émission pour ce que c'était vraiment une création absolument incroyable. C'est seulement au bout d'une décennie, 10 ans après la diffusion de l'émission, que la BBC a finalement décidé de remettre Ghostwatch en lumière en proposant l'émission en DVD. J'ai acheté le mien sur Amazon et voici le type de commentaires que vous pouvez lire aujourd'hui dans les avis du produit. Je me souviens très bien de cette soirée d'Halloween en 1992. Je me souviens de la façon dont nous sommes rentrés chez nous en courant pour regarder ce qui était présenté comme l'un des événements télévisés de l'année, une enquête en direct dans une véritable maison hantée. À 8 ans, mon intérêt pour le paranormal était dévorant et c'est à cet âge que j'ai commencé à écrire mes propres histoires qui faisaient peur. Même si ça a été en fait présenté comme une fiction au début de la série, faisant partie des productions Screen One pour la BBC, la plupart des gens que je connaissais n'avaient pas vu ça. Nous regardions donc ce que nous pensions être une émission en direct.
Le recours à des présentateurs populaires de télévision pour enfants, que nous pouvions voir tous les samedis matins autour de notre bol de céréales, aggravait le fait que tout cela semblait réel. Environ une demi-heure après le début du spectacle, mon frère, âgé de 3 ans de plus que moi, est devenu terrifié et a fondu en larmes. Je m'en souviens très bien. J'ai ensuite emboîté le pas lorsque j'ai aperçu un fantôme devant les rideaux de la chambre des petites filles. Mes parents sont entrés dans la pièce et ils ont éteint la télévision, mais toutes les 5 minutes, je la rallumais et j'étais encore plus terrifié. Cette émission est devenue célèbre dans les jours et les semaines qui ont suivi sa diffusion. La plupart des enfants de mon école l'ont regardée et étaient tout aussi terrifiés. Il a en fait été interdit de rediffusion sur la BBC en raison des effets psychologiques sur certains téléspectateurs. Ghostwatch fait un excellent travail en projetant un air de menace et de peur. Il crée parfaitement le suspense au fil du temps, puis laisse l'enfer se déchaîner vers la fin. Il est facile de voir comment cette série a pu inspirer des séries comme Most Haunted et d'autres séries d'enquête paranormale. J'irais même jusqu'à dire que le projet Blair Witch s'en est peut-être partiellement inspiré. Revoir cela, c'était comme redécouvrir un vieil héritage familial poussiéreux aux origines controversées mais finalement uniques. Regardez ça avec les lumières éteintes. J'ai eu la chance de le voir lors de sa première diffusion. Je n'avais aucune idée à l'époque qu'il s'agissait d'une fiction et ça m'a complètement dupé jusqu'aux dernières minutes où j'ai compris que tout était mis en scène. Je le regarde encore régulièrement. Selon moi, c'est un véritable classique. Il n'y avait tout simplement rien de tel à l'époque. Même après toutes ces années, certaines parties me donnent encore des frissons dans le dos. Je suis tellement content d'avoir découvert Ghostwatch. Je me souviens du battage médiatique de 1992 lors de sa première diffusion. Nous l'avons regardé avec mon frère. Nous étions totalement aspirés. Nous pensions que nous étions assis devant un vrai documentaire et je pensais qu'il ne se passerait pas grand-chose, mais nous entendions des histoires vraiment effrayantes de la part de Sarah Green et des autres participants. Nous n'étions absolument pas préparés à l'horreur qui allait se dérouler devant nous, d'étranges marques humides sur les tapis, le tapage sur les murs, des cris étranges de chats, pour être ensuite déçus que l'une des filles aurait tout simulé. Tout était de nouveau en sécurité, Dieu était de retour dans son paradis et plus rien d'effrayant. Pour ensuite replonger complètement dans l'enfer et l'horreur, les cœurs battant la chamade et la peur glaciale coulant dans nos veines. Nous ne sommes pas restés les 10 dernières minutes. Nous avons pleuré ensuite. 2 enfants de 11 ans qui sont allés courir vers leur mère pour se rassurer et se mettre en sécurité, mais qui l'ont mise en colère avec toutes ces bêtises. Et en même temps que la sortie du DVD, il y a un essai de Stephen Falk qui a été publié dans le Fortean Times. Falk était très satisfait de son travail sur Ghostwatch et il a d'ailleurs critiqué la BBC pour avoir renié si vite le show. Il a indiqué que la réaction reçue était l'une des questions posées par le programme. En quoi avez-vous confiance ? Le croyez-vous parce que vous le voyez à la télé ou parce que des experts en parlent ? Aujourd'hui, les mentalités ont changé, l'exposition aux œuvres d'horreur se décuple de façon exponentielle à travers le cinéma, la télévision, les réseaux sociaux, même les jeux vidéo. Et aujourd'hui, Ghostwatch est vu comme l'une des œuvres les plus marquantes de l'histoire de la télévision au Royaume-Uni et sa popularité a très largement dépassé ses frontières à travers notamment l'ensemble des pays anglophones du monde entier. En résumé, Ghostwatch a eu un impact profond et durable, à la fois sur les médias, mais également sur toute une génération. Ghostwatch a influencé également les pratiques télévisuelles, a inspiré de nouvelles œuvres dans le genre de l'horreur et du faux documentaire, et suscité des discussions importantes sur l'éthique des médias. C'est un chef-d'œuvre de l'horreur avant-gardiste qui a été une inspiration pour ce genre par la suite. À sa sortie, il a su casser les lignes entre la réalité et la fiction sur la base d'une vision de son créateur Stephen Falk et il figure en précurseur d'autres genres d'horreur qu'on ne verra émerger que plusieurs années plus tard, les found footage et les mockumentaries. Je rappelle que Ghostwatch a été diffusé en 1992. À titre de comparaison, le projet Blair Witch, qui est considéré peut-être comme l'ancêtre du found footage, est sorti 7 ans plus tard, en 1999. Et REC, le meilleur documentaire à ce jour selon moi en tout cas, il est sorti 16 ans plus tard, en 2008. Moi personnellement, je suis un très grand fan du genre de l'horreur et j'ai vu des dizaines ou probablement des centaines de films ou de courts-métrages. Et j'ai regardé Ghostwatch au moins 4 fois en entier pour préparer cette vidéo. Et à mon avis, c'est encore aujourd'hui, en 2024, bien meilleur que beaucoup de films, documentaires ou found footage beaucoup plus modernes qu'on peut trouver aujourd'hui. Mais si je trouve cette œuvre à la fois terrifiante et fascinante, j'ai quand même du mal à imaginer qu'elle ait été montrée sur une chaîne publique à une heure de grande écoute, surtout à l'heure à laquelle elle a été diffusée, 21h25, à laquelle des enfants allaient forcément la regarder, surtout un soir d'Halloween pendant le week-end. C'est une œuvre qui a été créée de toutes pièces, à une époque qui ne laissait aucune chance de l'apprécier pour ce que c'est réellement, un chef-d'œuvre de la télévision, qui a inspiré le cinéma par la suite et qui a inspiré le genre de l'horreur dans son ensemble. Moi en tout cas, je vous encourage fortement à regarder Ghostwatch par vous-même.
En ce qui me concerne, ça m'a donné très envie d'en voir beaucoup plus de la part de Stephen Falk notamment. Et si vous souhaitez aussi voir plus de vidéos de ce type-là, et notamment sur d'autres de ses travaux, faites-le moi savoir en commentaire. N'hésitez pas à poser un like ou à vous abonner si vous avez apprécié ce travail. Et si c'est ce que vous voulez, alors je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi celle-ci. Je vous dis à bientôt. Merci les gars.